CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, qui est le directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, qui est directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir André Payerne, qui est le président, le fondateur aussi de la sauce Ma Chance. Moi aussi. Bonjour André. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1948 à Chambéry. Il paraît que vous êtes issu d'une famille de charpentiers. Vous êtes un peu le Jésus du business, alors. Oui, maman m'appelait Jésus, d'ailleurs. Toute modestie, elle avait bon goût. Oui. Alors, par contre, côté scolaire, là, c'est une catastrophe. 6 écoles entre la 6e et la terminale. Oui, oui. Vous avez été viré 5 fois ou... Oui, je faisais l'imbécile. J'ai eu une jeunesse extrêmement intéressante, de la fête, des bêtises. Et c'est formateur aussi, d'ailleurs. Ah, mais souvent, on prend des coups de pied aux fesses, ça forme également. Non, ça m'a permis aussi d'avoir dans des tas de lycées ou d'écoles privées des tas de copains de partout, de découvrir d'autres sociétés. Non, c'est pas si inintéressant. Vous l'avez eu au bac finalement ou pas? J'ai eu le bac philo, mais en 68. Oui, c'est pas grave, il y a prescription. Je dois bien le dire. Alors, racontez-nous, André. Donc, vous allez créer une boîte quand vous avez 25 ans, et ensuite, vous allez la développer par croissance interne et externe. Les deux, oui. Je suis parti dans la découpe, alors pas du tout dans le bois, alors que ma famille venait du bois. Je suis parti dans l'acier. Au départ, une entreprise dans la découpe des plaques pour du composant, et puis petit à petit, par extension, par développement ou par rachat, un ensemble de 3 entreprises qui nous permettaient d'aller en sous-traitance d'un côté, d'aller du composant à la machine complète avec toutes les technologies, et puis par ailleurs le développement de nos propres produits. Alors on a fait des tas de développements dans les ascenseurs inclinés, les systèmes pour descendre les cloches de plongée en mer profonde, enfin, etc. Oui. Pour finir quand même avec un produit standardisable, ce que je souhaitais, parce que là on n'était que dans le spécial, qui était les cisailles, les presses, les broyeurs pour les ferrailles, afin que ces ferrailles puissent réalimenter les fours, soit des aciéries, soit des fonderies. Voilà, une belle vie de métallo, quoi. Et vous avez vendu la boîte il y a combien de temps? La dernière entreprise, je l'ai vendue en 2012. En 2012, quoi. Voilà. Donc vous avez bien vendu tout ça? Oui, bien. Bon, vous avez aussi investi dans les startups avant de parler de la sauce? Non. Non, pas du tout. Non, j'investis en private equity. Ouais. En bourse, mais je vais de plus en plus vers le private. Ouais, donc vous n'avez pas investi dans les jeunes pousses pour les aider dans les entreprises, mais par les business angels, directement, des entreprises de ma région. Alors dites-nous, le concept Ma Chance, moi aussi, vous l'avez créé en 2015, c'est ça? Oui, on a démarré en 2015. Ouais. Après 2 ans où je suis allé un peu consulter différentes personnes qui étaient beaucoup plus compétentes, pro que moi, dans le domaine soit de l'éducation, soit des quartiers des prioritaires. Et en 2015, on a démarré avec un objet qui est très simple, qui est d'accompagner les enfants de familles en difficulté éducative qui sont dans ces 1500 quartiers prioritaires. En France, donc. En France. Sachant que ces gamins de familles en difficulté ou carence éducative ou fragilité éducative, forcément qu'en plus dans ces milieux-là, ces gamins-là vont aller dans le mur de leur vie et le mur de notre société. C'est ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui à travers différentes problématiques de délinquance. Et je crois que tout simplement, en dehors des actions policières et de justice, il est bien clair que si on ne s'attaque pas aux causes, et la première cause, c'est des familles incapables d'éduquer leurs enfants, il est bien clair que ces jeunes-là, qu'on prend très tôt, enfin j'en dirais sûrement, on les prend à 5-7 ans parce qu'il n'y a que la prévention. D'accord. On va les garder dans le long terme au moins 10 ans, sinon ça, vu la problématique, ça ne sert à rien. Et on va s'en occuper d'une manière totalement professionnelle, je dirais à 360 degrés dans l'éducation après l'école.
continuellement tous les jours, le mercredi, 50% des vacances, de telle manière à leur donner ce qu'on donne à nos enfants, une éducation, des valeurs, pour beaucoup, compte tenu du milieu, une intégration, bien sûr, à notre République. Et ce sont les enfants qui postulent? C'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe, la partie sélection, si je puis dire? Moi je ne cible que les familles en difficulté éducative, et ça, ce sont les instituteurs qui, très vite, quand ils ont un enfant, ils reçoivent un enfant dans leur classe, voient très vite que cet enfant, il a des parents qui ne le cadrent pas vraiment, pas aussi présents qu'ils pourraient l'être, en termes de gestion des émotions, en termes de je dors le matin parce que j'ai regardé la télévision jusqu'à je ne sais pas quelle heure, etc. Et à ce moment-là, ce sont les instituteurs qui vont contacter les mamans pour leur dire, si vous voulez un coup de main, attention, ça existe, il y a telle association, et à ce moment-là, on s'explique, etc., et on signe un engagement d'ailleurs très clair avec. Vous êtes présent sur combien de villes aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on a 9 établissements, 8 en Rhône-Alpes et on a ouvert Drancy il y a 6 mois. D'accord. Et je suis à la fin de nos plans de pré-développement, après le prototype qui nous a pris 2 ans, 4 ans de pré-développement, fin 2022, 5 ans. Et là, on va attaquer le plan du possible, de la vision du développement à 10 ans. Je ne sais pas prendre de décision à court terme sans savoir où je vais, qui devrait nous conduire, je dis bien les possibles, à 12 000 enfants, 180 établissements dans 12 régions et un budget de 90 millions. 90 millions, Marc. Sans partenariat public-privé. Oui, ça c'est important de le... Oui. On s'en occupe en ce moment. Je ne veux peut-être pas trop m'étendre là-dessus. D'accord. Marc? Alors c'est effectivement un peu une de mes questions, parce que on parle beaucoup de crise de l'école publique. Cette année, la rentrée a été l'occasion d'évoquer beaucoup de sujets. Alors je reviens pas sur la formation des enseignants, c'est pas mon sens, pas mon sujet, mais comment voyez-vous le rôle de votre association justement à côté de l'école publique? On a l'impression que votre développement, il est aussi là parce que l'école publique ne fait plus son travail, le fait moins bien, ou n'a plus les compétences en interne pour le faire. Non, je ne vais pas rentrer dans le débat de juger l'école publique. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'école publique actuellement et depuis bien longtemps est là pour faire acquérir des compétences. Bon, et normalement, la mission d'éducation, de valeurs, de comportement, de code, c'est le rôle des parents. Voilà. Bon, aujourd'hui, tout s'est organisé de cette manière-là. Si les parents n'ont pas les capacités, il est bien clair que faire des devoirs ou aller à l'école, ça ne suffit pas du tout dans ce cas-là. Dans ce cas-là, bien sûr. Alors, est-ce que c'est votre expérience de chef d'entreprise, vous disiez métallo tout à l'heure, oui. Avec, j'imagine, beaucoup d'ouvriers et des ouvriers, en tout cas une classe sociale que vous avez peut-être vu évoluer entre la fin des années 50 et le début des années 80, avec une forme d'acculturation. Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à vous dire il faut une association pour aller effectivement travailler ces codes, cette éducation qui n'est pas le rôle de l'école, puisque comme vous le rappelez, l'école a un rôle de formation. Cette intégration pour beaucoup. Donc c'est votre rôle chez l'entreprise qui vous a fait toucher ça du doigt? Oui, dans les ateliers à Chambéry en particulier, j'avais un certain nombre d'ouvriers d'origine immigrée. Forcément, en France, la plupart habitaient dans les quartiers prioritaires, puisqu'il y a une concentration bien connue. Et ce qui m'a amené, j'étais un patron quand même paternaliste, s'ils avaient des problèmes. Ça se sent, hein? Ouais, bon. Très humain. Voilà. Paternaliste ou socialiste? Oui, j'aime bien les autres. Bon. Ouais. Je m'en occupais, quoi. Bon. Ce qui m'a amené à m'intéresser aux quartiers prioritaires. Et pour découvrir, en 2012, si vous regardez l'évolution des indicateurs sociaux des quartiers, des 1500 quartiers prioritaires en France, je suis désolé pour nos responsables. C'est très mauvais. C'est une catastrophe inacceptable. Donc j'ai décidé d'apporter ma pierre. Oui, et puis de créer, c'est bien ça. Voilà. Alors, Marc, on parlait budget, vous évoquez j'ai lu un budget de 2,6 millions d'euros qui a vocation à doubler sur les 10 prochaines années.
Comment on finance une telle croissance? Il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de public. Donc c'est quoi? C'est que les dons, les particuliers, les entreprises? Non, dans le développement que l'on prévoit là sur les 10 ans à venir, d'une part, ça y est, on est éligible au Fonds social européen. Ça, c'est bien. Et c'est très bien qu'il passe par les régions. Et ça peut représenter un pourcentage extrêmement important des budgets. D'autre part, on a acquis, et c'est pour ça que j'avais voulu cette phase de pré-développement avant d'aller dans les grands développements. On a acquis une notoriété, une crédibilité. Par exemple, en Rhône-Alpes, on est reconnu comme complément éducatif de l'éducation nationale. On discute avec l'UNICEF qui devrait, d'une certaine manière, retenir notre action puisqu'on s'occupe des enfants les plus vulnérables. Voilà, comme un axe important. Donc, aussi bien au niveau des institutions locales, je ne parle pas là de l'État ou d'un partenariat public-privé avec l'État, aussi bien avec les institutions locales et l'ouverture à l'Europe, on devrait aller vers, c'est dans le plan, 50% public, 50% privé. Privé, quoi. Voilà. Yann? Une des forces de votre association, c'est d'accompagner les enfants sur le long terme, hein, vous l'expliquez, presque une dizaine d'années, mais ça réduit forcément le nombre de places, donc j'imagine ça doit être un peu frustrant. Combien d'enfants vous intégrez du coup chaque année? Alors, on a lorsqu'on a mis en place l'ingénierie métier, les politiques éducatives, les 2 ans que j'appelle de prototype dans mon langage d'industriel, on en est arrivé à se dire que pour être efficient, le plus efficient possible, il fallait un référent éducatif professionnel. On n'a que des professionnels, naturellement. Qui sont payés. Hein. Oui, oui. Ça, c'est très important de le dire. On a 40 salariés, on a 70 vacataires, instit, ouverture et culturelle, etc. Bon. Il fallait un référent pour 12 enfants. Hein, on en est arrivé à ça au bout de 2 ans. Donc chaque année, on va se développer en endogène de 12 enfants. Et puis dans le plan de développement, on va aller à 6 ouvertures dans 6 régions, etc., dans les années qui viennent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question d'ailleurs. 6, parce que c'était en fait le nombre, le nombre d'enfants qui arrivent chaque année. En fait, vous Il y en a combien recrutez de nouvelles personnes dans l'association qui prennent chacun 12 nouveaux. Voilà, c'est 12. On a 300 petits aujourd'hui. Alors, de 5 ans à, puis, il y en a maintenant qui ont 13 ans, qui sont à l'adolescence. C'est génial. Dans un autre cursus que le cursus premier qui va avant la 6e. Yann? Et votre association accompagne les enfants sur le savoir, mais vous disiez aussi sur le savoir-être, mais vous accompagnez aussi les familles de ces enfants. Donc, de quelle façon, et est-ce que ça veut dire que vous devez aussi avoir un engagement des familles dans le... Ah oui, totalement. Et un accord des familles aussi. Mais bien sûr, lorsqu'on rencontre ces familles qui sont envoyées par les instituts, d'abord on s'assure qu'elles soient bien en difficulté éducative, puisque on veut s'occuper que des enfants les plus vulnérables. Et puis on va signer un contrat d'engagement qu'on re-signe chaque année avec les familles, qui donne bien les responsabilités de chacun, les valeurs qu'on va enseigner, en particulier républicaines, etc., etc. Et aujourd'hui, alors quand on a démarré dans la stratégie qu'on avait mis en place, il y avait la prévention, il y avait le long terme, il y avait, on prend le gamin à 360 degrés comme on le fait avec nos enfants, mais on s'est aperçu avec le temps qu'en définitive, il fallait absolument qu'on ait un accompagnement lourd à la parentalité, pour laisser ces mamans souvent dans ces milieux-là au cœur de l'éducation de leurs enfants, quels que soient leurs problèmes, quelle que soit leur déficience, etc. André, pour terminer, donc d'abord il y a un site internet pour prendre enseignement. Alors, si vous voulez en savoir plus, ou si vous souhaitez nous aider, avec grand plaisir, c'est machancemoiaussi.org. Et donc là, vous avez pas mal de soutien. Donc il y a par exemple Thomas Savard, l'excellent président d'ouverture fiduciaire, qui vous aide aussi. Donc c'est tout un chacun peut aider. Combien ça peut, on vous aide à partir de combien? C'est-à-dire que combien ça peut coûter pour vous aider? Je dirais que ça va de 10 € à 100 000 € à 200 000 €. Après, on a des
des contributeurs importants. Contributeurs importants. On est en train de créer des lourds partenariats avec certaines entreprises dont vous avez parlé, à travers aussi les relations avec Denis Duverne, de changer par le don, qui est une très belle initiative, je crois. Voilà. Donc c'est ouvert à tous, toute personne qui veut soutenir cette belle initiative. Et c'est très bien, parce qu'il faut absolument, quand on est dans ce métier du fundraising, il faut absolument diversifier. C'est indispensable pour la pérennité et le développement. Merci beaucoup, André. Le site, c'est quoi, là? C'est ma chance, moi aussi.org. Merci beaucoup, Yann. Merci, Marc aussi. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.